historiquement, un service client, c'était réactif. C'est-à-dire qu'on attend que le client vienne à nous pour répondre à son problème. En revanche, si demain, tu es capable de prendre les devants et de dire, je vais t'aider, voici un lien vers un formulaire de réinitialisation de mot de passe, et là, tu solutionnes le problème avant même qu'il ait existé, tu facilites l'expérience client et tu apportes une touche humaine aussi, parce que du coup, ce message, il va être envoyé par un être humain, même si c'est automatisé derrière. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier que j'attendais avec impatience parce que ça fait longtemps que c'était dans ma liste et que j'avais échangé plusieurs fois avec le fondateur de Crisp. C'est toi, Antoine, aujourd'hui que je reçois. Bienvenue. Merci beaucoup, ravi d'être là avec toi aujourd'hui, Laurent, c'est un plaisir. Antoine Goré, qui est Head of Growth, Head of Sales, Head of Marketing, Head of plein de choses. Exactement. Multicasquette, quoi. Tout à fait. On se doit d'être multitâche comme on est une petite équipe, ouais. Vous connaissez certainement Crisp, mais si vous ne connaissez pas, on va vous la présenter la solution dans quelques instants. Mais surtout, on va répondre à des questions hyper importantes pour vous, chers auditeurs e-commerçants, commerçants, retailers aujourd'hui. C'est le CRM, le multi-channel messaging. Comment est-ce qu'on aligne tous les faisceaux, les canaux de communication d'une entreprise pour simplifier la vie aux équipes opérationnelles? Tu le diras mieux que moi, mais c'est les questions qu'on va se poser. On va parler un peu d'international. On parlera de la fin du ticketing et de l'avènement du messaging, de la place de l'Europe dans cette évolution. Et puis on parlera de service client parce que c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment cartonner avec son service client alors que les messages viennent littéralement, messages au sens signaux, viennent de partout, qu'il faut savoir les réceptionner, y répondre pour satisfaire vos utilisateurs. On commencera par vous parler un peu de Crisp, comme je le disais, tu nous présenteras la solution. Et surtout, alors c'est peut-être pas connu de tout le monde, mais Crisp c'est presque 300 000 clients, 180 millions c'est ça, j'ai un doute en le disant, 180 millions d'utilisateurs mensuels. Exactement, ouais. Pour une équipe de 10 personnes qui n'a pas fait de levée de fonds. Exactement. C'est juste gueudin. C'est le pitch de base. Cool. Chers auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez plus tard sur LinkedIn. Vous retrouverez Antoine Goré et moi, vous me connaissez, Laurent Kretz évidemment. Et puis, on y va. Bienvenue Antoine. Écoute, ravi d'être là. Merci beaucoup encore pour nous offrir l'opportunité de venir parler de tout ça. Du coup, rapidement, Crisp, qu'est-ce que c'est? Écoute, historiquement, c'est une solution de chat. Et c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui de façon la plus frontale lorsqu'on se balade sur un site de e-commerce ou sur un site un peu plus classique type vitrine. Alors qu'en fait, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, Crisp, c'est un outil de centralisation des canaux de communication pour les entreprises. Et donc, on va permettre de centraliser des canaux tels que WhatsApp, Instagram, Messenger. On va proposer aussi le SMS, les emails, Twitter, et puis demain, les appels téléphoniques. Et en fait, à cette boîte de réception partagée-là, on apporte d'autres fonctionnalités, une FAQ, un outil de marketing automation, du chatbot. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil tout en un pour les entreprises, leur permettant de ne plus avoir à changer de solution pour chacune de ces tâches-là. Et le tout dédié aux TPE et aux PME partout dans le monde. Voilà. Un seul endroit pour réceptionner tous les messages, les signaux, les appels, exactement. Les demandes de contact. Les appels aussi ? Alors, à l'heure actuelle, on le fait au travers d'une intégration avec un partenaire. Demain, l'idée, c'est qu'on puisse proposer une brique aussi à nos clients qui leur permettent du coup en effet de recevoir les appels téléphoniques avec potentiellement des détails sur la personne qui nous appelle, les différents échanges que la marque a pu avoir avec ce client
et du coup, d'avoir une expérience client qui soit personnalisée avec tous les bénéfices qu'en fait, on peut avoir avec ce genre d'expérience-là. Ouais. Le contact est hyper important, la gestion d'équipe aussi. J'imagine que ça te permet aussi de savoir qui a répondu à quel message, de reprendre des discussions en cours de route. Exactement. En fait, on va avoir aussi toute une notion de collaboration interne. On va pouvoir assigner des conversations, collaborer en temps réel aussi sur des conversations, et puis profiter d'outils de productivité tels que l'accès à des templates de messages. On va également avoir la possibilité de créer des séquences automatisées pour aller approcher la bonne personne si, par exemple, il a un panier supérieur à telle valeur ou être capable de déclencher un chatbot sur tel scénario et tel canal de communication aussi. Déclencher un chatbot sur tel ou tel scénario, c'est-à-dire j'ai vu 3 pages, je suis allé dans le produit, je suis ressorti du produit, Exactement. bim, le petit message qui dit est-ce que je peux vous aider, c'est ça? Admettons en effet que tu ailles sur un site de e-commerce, Laurent, et qu'en final tu décides de quitter le panier au moment crucial. Et nous on peut faire en sorte que la bulle de chat se déclenche et dise Laurent, pars pas, on est là pour t'aider si tu as besoin de nous. On en parlera tout à l'heure, mais tu avais, ça s'oppose par exemple à la pop-up avant de partir, laisse ton adresse email pour prendre 15%. Ah ouais. Tu as de l'embassement possible aussi à ce stade. Hyper intéressant. Mais on y viendra tout à l'heure. 180 millions d'utilisateurs mensuels, une équipe de 10, presque tous en remote, c'est incroyable. Et vous n'avez pas levé de fonds. Hein. Non, tout à fait, ouais, exactement. Et on fait que de l'inbound. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des approches de prospection ou ce genre de choses. On se développe vraiment 100% avec de la viralité, avec du référencement naturel et de la notoriété du coup. Ouais. On en parlerait avec mon directeur des opérations Bruno Soulez qui anime un podcast qui est génial d'ailleurs qui s'appelle If This Then Dev, donc, que vous connaissez certainement, mais de la chance qu'on a dans certaines boîtes, dont que vous en l'occurrence, mais où tu ne fais que répondre à de l'inbound ou choisir ou aiguiller ton inbound, une chance dingue. La boîte a été fondée par Baptiste Jamin et Valérian Saliou. Ouais, exactement. Fin 2015, début 2016. Et comme je le disais, historiquement, un outil de chat. Et puis aujourd'hui, c'est bien plus. Ouais. Baptiste est invité par mon ami Alexandre Delivet qui anime un podcast qui s'appelle SaaS Connection. Je crois qu'ils enregistrent dans 10 ou 15 jours, donc ne ratez pas cet épisode qui sera uniquement focalisé justement sur le développement de Crisp que vous retrouvez, je ne sais pas si je l'ai dit, mais sur crisp.chat. Tout à fait. 2% du marché mondial pour une petite boîte comme la vôtre, alors que d'autres en face sont des géants, Intercom, Zendesk, Drift, Freshdesk dont on parlait, qui s'est introduit en bourse au Nasdaq, c'est une boîte indienne récemment. Ouais, tout à fait. Comment on arrive à survivre et à sortir du lot? Vraie question, et je pense qu'on peut y répondre au travers de différents facteurs. La première différenciation, ça va être la performance. Aujourd'hui, il faut savoir que l'impact du temps de chargement des sites web sur la visibilité d'un site web, elle est prise en compte par Google. Et donc, mettre en place un widget de chat sur son site web, ça impacte d'autant plus le temps de chargement de celui-ci. Et donc, nous, aujourd'hui, on a fait des études et on est un des chats les plus légers du marché. Ça, c'est une première chose, du coup, la performance technique. Ça, tu le mets en avant ? Ouais, bien sûr. C'est quelque chose qu'on est fier de dire parce que ça nous permet, tu vois, par exemple, par rapport à un Drift, de dire que Drift, il met 7 secondes à charger, quand nous, on en met 1 seconde 6. Ok. Donc, ça, c'est des choses qui sont très factuelles. On a ensuite la capacité aussi de se différencier sur l'offre. Aujourd'hui, on a un produit qui est extrêmement complet et c'est aussi un moyen pour nous, du coup, de se différencier. C'est-à-dire qu'au-delà du chat, on va plus loin que simplement le chat aussi. Et puis, troisièmement, ça va être le tarif. Puisque aujourd'hui, notre petite taille d'équipe nous permet justement d'avoir un tarif qui est très compétitif par rapport à des autres gros acteurs qui, eux, ont des équipes beaucoup plus conséquentes que nous, et notamment avec des équipes sales. Et aujourd'hui, dans une entreprise, ce qui coûte le plus cher, ça reste une équipe sales. Incentivé, commissionné. Exactement. Il y a une version gratuite, il y a une version pro qui commence à 25 et ensuite ça monte. Il y a aussi une offre startup, je crois. Tout à fait, exactement. Et en face, on est à combien ? Tu veux dire chez les concurrents ? Ouais. Alors aujourd'hui, nos concurrents principaux, ils n'affichent plus leur prix sur leur page de pricing. Contact us, quoi. Exactement. Donc c'est vraiment du pricing dynamique. Fonction du nombre d'utilisateurs, fonction du nombre d'emails envoyés, et ce genre de choses. Nous, c'est pas du tout l'approche qu'on a. Nous, on pense qu'un pricing, ça doit être facile à comprendre et ça ne doit pas avoir de coûts cachés.
Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un tarif fixe qui est de 95 € par mois pour un nombre illimité d'agents. C'est-à-dire que toi, demain, tu peux avoir toute ton équipe sur Crisp, tu ne payeras pas plus cher. Et à ça, on offre aussi des emails illimités et tout ce qui va avec. On a vraiment cette vision de l'illimité en tête quand on construit Crisp. Ouais. Tu as un enjeu qui est quand même ultra fort, hein, c'est de te lier à 50 plateformes différentes. Enfin, il faut savoir lire un message WhatsApp. D'ailleurs, très peu sont autorisés, je crois, à se brancher à l'API. Vous, c'est le cas ? Alors ouais, c'est un vrai sujet. Ouais. C'est un vrai sujet. Et puis on pourra parler réglementation après là-dessus aussi, parce que ça c'est une autre problématique. Mais on est branché au travers d'un partenaire qui s'appelle Twilio. Oui, ok. Voilà. Non mais voilà, c'est ça. Tu vas avoir du WhatsApp, du SMS, du chat en ligne, peut-être du ticketing quelque part, des appels. Tu as un enjeu de connexion en amont et en bas, tu as un enjeu de notification. Il faut savoir envoyer les bons messages aux bonnes personnes, voire aux bons utilisateurs, parce que 180 millions de personnes qui laissent leur adresse mail un mois, il faut leur envoyer un message, j'imagine, un email, une confirmation, un SMS. Ouais. Vous faites ça in-house ou vous avez des partenaires ? Donc Twilio, tu m'as dit pour... Twilio, c'est pour la partie SMS et pour la partie WhatsApp. En fait, il y a une trentaine de partenaires sur WhatsApp aujourd'hui qui ont été validés. Et nous, malheureusement, on n'en fait pas partie. Et donc, on est obligé de passer par notre partenaire. Donc, pour la partie SMS et téléphone, SMS et WhatsApp, c'est sur Twilio. Sinon, la plupart des choses, on s'intègre en direct, en effet, avec les API de nos partenaires. Okay. Ouais, tout à fait. Vous êtes assez gros à l'international ? En fait, la France, c'est moins de 20% de notre CA total. C'est cool pour une startup française. C'est génial, et d'autant plus, comme tu le dis, en étant autofinancé, c'est des choses qui sont, je trouve, moi, à mon sens, pas assez mises en avant. Aujourd'hui, dans l'écosystème tech français, on parle beaucoup des fabuleuses levées de fonds et ce genre de choses, et je trouve qu'on devrait pouvoir aussi mettre en avant les entreprises qui sont autofinancées et qui réussissent d'autant plus à l'international. Il y a un club qui s'est créé qui s'appelle le Bootstrap Club, qui parle justement de ça et qui réunit des startups et agences autofinancées. Tout à fait. Nous, on n'a pas assez de salariés, donc on ne peut pas y accéder malheureusement. Je suis assez fier de dire que Cosa Vostra y est. Trop cool. Tu m'avais dit que vous étiez très gros en Inde. Ouais, l'Inde, c'est le 5e pays en termes de clients payants aujourd'hui chez Crisp. Attends, 5e pays en nombre de clients payants Tout à en fait. Inde, alors qu'ils ont une solution maison. Enfin, maison en Inde, c'est 1,6 milliard, mais qui est Freshdesk, qui vient s'introduire en bourse, comme je vous disais. Tout à fait. Ok. Et en fait, y a différentes raisons. Encore une fois, l'approche tarifaire est différenciante. On a un produit qui est efficient aussi. Et tout ça, ça plaît en fait à cette partie du monde. Si tu vois, on parle de l'Inde, on parlait aussi d'Indonésie. Tous ces pays-là qui sont très axés messagerie. Et nous, c'est vraiment l'approche qu'on a aujourd'hui dans notre produit, c'est de favoriser la messagerie pour humaniser justement la relation client. L'accélération se fait aussi, j'imagine, via des intégrations en amont et en aval. Donc j'aimerais parler de celle en amont d'abord. Vous branchez sur les WordPress, les Shopify, les Salesforce ? Ouais, tout à fait. C'est une des choses qui nous a permis de nous développer vraiment historiquement, c'est de créer des intégrations avec ces gros bassins d'audience en fait. Et donc aujourd'hui, quand tu mets live chat par exemple sur le store de WordPress, tu nous trouves en 4e ou 5e position. Ouais. Shopify aussi ? Shopify, c'est un peu différent. Historiquement, en fait, ils demandent beaucoup de rétrocommission, et donc on n'y est pas allé. Donc aujourd'hui, on a une intégration non officielle. Ok. Mais qui est du coup, c'est une librairie que je peux intégrer. Exactement. Okay. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, on se n'est pas listé sur le magasin d'applications Shopify aujourd'hui. Ouais. Tu sais combien de feedback, de kickback ils demandent ? Alors, historiquement, ils en demandaient. Aujourd'hui, ils n'en demandent plus si tu fais moins d'1 million d'euros de CA sur leur plateforme. Ok. Ouais. Ce qu'ils savent puisque tu utilises leur plateforme. Exactement. Intéressant. Juste alors, j'imagine qu'il y a PrestaShop, j'imagine qu'il y a tous les autres. Ouais, tout à fait. Qui est devant en termes de téléchargement, d'utilisation ? Comme nous, on est très présent sur des pays en voie de développement aussi, en dehors de la France et des États-Unis, bien évidemment, qui sont des pays importants quand même pour nous. WordPress et le CMS par définition, qui est chez nous est le plus activé. Ouais. Un peu devant, très devant, non, vraiment, loin devant. Ouais. Loin devant. Loin okay. devant. Et du coup, si je viens sur la France et les États-Unis ?
Ça va être identique, assez étonnamment. Hein. WordPress est quand même très installé. Ok. Après, sur du e-commerce, ça va être Shopify, PrestaShop. Après, on a un peu de Drupal, un peu de Joomla aussi, mais c'est Magento? Magento, on n'a pas d'intégration officielle. Mais il y a une intégration. Ouais, tout à fait. Ok. Donc WordPress toujours loin devant, sauf quand on parle de e-com où tu me dis que Shopify évidemment est présent. Mais tu es capable de faire une distinction entre WordPress et WordPress avec WooCommerce? Aujourd'hui, on n'a pas d'intégration dédiée pour WordPress ou WooCommerce. Ok. Donc aujourd'hui, non, je peux pas te donner tu de peux pas faire stats, le là-dessus. Ouais. distinguo. Exactement. En revanche, sur Shopify, on a cette intégration-là, qui est toute récente. On l'a sortie il y a 1 mois et demi à peu près. Et donc aujourd'hui, on synchronise toutes les données présentes depuis Shopify sur Crisp pour qu'en temps réel, tu vois ce qu'il y a dans ton panier, ce qu'il y a dans le panier de ton client, pardon, quelles sont ses dernières commandes. Et puis tu peux, par exemple, faire des remboursements. Tu peux rembourser depuis Crisp. Ouais. Crisp. Exactement. Donc c'est ton espèce de dashboard, ton Ouais. cabine de pilotage. Quoi. Exactement, c'est ça l'idée. Ouais. Intéressant, hyper intéressant. Les derniers points, entre 250 000, 300 000 clients, c'est ça? Oui. Dernier point. Non, je disais entre 250 000 et 300 000 clients de Crisp, enfin utilisateurs, pardon. Ah oui, de Crisp, d'accord, pardon, ouais. excuse-moi, j'avais pas compris. Écoute, nous, on continue en effet à avancer et à se développer à l'international. Tu vois, récemment, on a traduit notre site en 3 nouvelles langues, turc, ukrainien et chinois d'ailleurs. Turc, ukrainien et chinois. Ouais. Alors, on parlera de la Chine. Bah tiens, parlons-en. Mais c'est disponible en Chine? Ouais, tout à fait. On peut utiliser Crisp en Chine. On a des utilisateurs qui sont en Chine et qui sont aussi à Hong Kong, par exemple. Alors, c'est plus facile d'accéder à nos services depuis Hong Kong que depuis la Chine parce qu'on connaît tous les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui avec l'utilisation de services depuis la Chine. On a des clients. Après, comme on n'a pas de licence pour opérer en Chine, parce que ça voudrait dire mettre nos serveurs en Chine et du coup signer un papier où on dit vous pouvez avoir accès Tu à... abandonnes ta donnée, quoi. Exactement. On le fait pas et on le fera sûrement jamais. Mais on a des utilisateurs, en effet. C'est pas évident quand même quand tu veux être le numéro 1 de l'omnicanalité du messaging, de te couper, c'est fort, mais du marché chinois. C'est clair. Et d'ailleurs, on pensait à une intégration WeChat pour justement essayer d'aller séduire un petit peu ces utilisateurs-là. On a une intégration Line aujourd'hui, qui est une application très utilisée au Japon, en Indonésie et à Taïwan par exemple aussi. Et ça nous apporte beaucoup d'utilisateurs de ces régions-là parce qu'ils peuvent centraliser Line et après créer des chatbots pour répondre automatiquement et faire du service client sur ces canaux-là. Ok, bien que ce ne soit pas des utilisateurs chinois qui utilisent Line ou des utilisateurs japonais, indonésiens? Non, plutôt okay, d'accord. Asie du Sud-Est. Ouais. Du coup, alors c'est intéressant si tu me dis que l'Europe, la France, c'est que 20% les clients. Tu as une belle vision du monde et du messaging. Dresse-moi un tableau, c'est pas le premier point que je voulais voir, mais dresse-moi un tableau de l'utilisation et l'utilisateur peut-être de messaging dans le monde. Pour te donner un ordre d'idée du niveau de scale qu'on a, récemment on a détecté un problème chez un provider roumain qui en fait ne faisait pas la bonne transition entre des data centers présents en Europe du Nord et la Turquie. Et donc on avait nos utilisateurs turcs qui pouvaient plus se connecter à nos services à cause d'un fournisseur roumain qui avait un problème de paramétrage. Okay. Et ça, c'est des choses qu'on détecte que quand on arrive à un niveau de scale à l'international qui est quand même assez... 180 millions d'utilisateurs mensuels, si on n'a que 36 millions en France, j'imagine que tu as ce genre d'infos. Ouais, tout à fait. Et pour en revenir à ta question, du coup, aujourd'hui, la France, si on parle de la France justement, n'a pas la même culture en termes de gestion de la messagerie, si on parle de messagerie, que d'autres pays dans le monde. Pourquoi ? Parce que historiquement, on avait tous des téléphones fixes, on avait aussi l'email, chose que certains pays qui se sont développés très vite ces dernières années n'ont pas connu forcément avec la même intensité que nous. Et du coup, si on revient par exemple à l'Indonésie ou au Brésil, eux, ils sont à 100% messagerie. Et tu vois, si on parle de WhatsApp, aujourd'hui, faire du service client au Brésil, si tu n'as pas WhatsApp, c'est impensable. Parce que tout le monde est sur WhatsApp, mais vraiment tout le monde. Et donc ça, c'est quelque chose que, bien évidemment, on a beaucoup travaillé. Pour l'Indonésie, c'est pareil. Ils sont très, très friands de tout ce qui est messagerie. Et donc, aujourd'hui, par exemple, en Indonésie, on travaille beaucoup avec des fintechs locales qui se servent de nos services pour proposer un service client en temps réel avec du chat et du chatbot. Ouais.
Ça veut dire que les équipes sont dimensionnées ou traînées différemment. Tout à fait. Enfin, En fait, répondre à des SMS ou des messages versus répondre au téléphone, c'est pas le même métier. non, et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que sur le chat, en fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'un agent qui est bien entraîné, il peut gérer entre 5 à 10 conversations en temps réel. Chose qui n'est pas possible avec du téléphone, parce qu'en fait, le téléphone, c'est T'en as qu'une, à 1. t'es limité, Exactement. t'as un temps à respecter. Donc, c'est vraiment pas scalable. Aujourd'hui, tu vois, pour reprendre l'exemple de l'entreprise indonésienne qui s'appelle Bibit, et ben en fait, Bibit. ouais, bibit.id. bibit.id. Bibit. Et ben, ils sont 80 agents sur le support. Et ils fournissent du support comme ça en temps réel pour accompagner leurs clients. 80 personnes qui sont capables de répondre à, je sais pas, 5, 10, 15 personnes en même temps, ouais, ça fait du volume. Et de la réactivité aussi. Ouais. Et de la réactivité, ouais, je peux comprendre. L'Indonésie, sur l'Asie, le Brésil, en Amérique du Sud, vous avez des clients en Afrique aussi ? Ouais, bien sûr. Et alors, comment est-ce qu'on consomme le messaging en Afrique ? Nous, c'est marrant parce que du coup, on a une map, je pourrais te montrer tout à l'heure après si tu veux, mais on a une carte où on voit les pics de connexion par pays. Et donc Parce que à 10, il vous reste du temps libre. Vous emmerdez, ok. Et des fois, on peut Évidemment, regarder un petit peu. c'est ça, ouais. Non, mais juste pour un chiffre, tu vois, à l'heure de passation entre les États-Unis et l'Europe, on gère à peu près 500 000 connexions en temps réel. À l'heure de passation. Ouais, tu vois, vers 16h, 17h, quand les États-Unis commencent à se réveiller. Ouais. Et que le reste du monde commence S'endort. plutôt à s'endormir. Ouais. Là, ouais, c'est 500 000 connexions en temps réel. Oui, pardon, c'est une heure de pointe, c'est ça que tu dis. Exactement. C'est parce qu'on a un overlap. Exactement. Okay. 500 000 conversations Connexion. 500 000 personnes qui utilisent nos services ou qui font appel à nos services au travers de nos API en temps réel. Et donc, tu vois, en Afrique, par exemple, aujourd'hui, les pays qu'on voit se développer fortement, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria. Le Nigeria, c'est 200 millions de consommateurs, hein, exactement, de personnes, pardon. Ouais. Oh là là, le raccourci affreux du mec qui fait du business, quoi. Ouais. Donc voilà, ouais, ça c'est les deux pays que nous on voit se développer très fortement sur nos problématiques en tout cas et celles que l'on solutionne. Donc voilà, ce qui est intéressant après, c'est que tu constates aussi des différences en termes de nombre de messages envoyés par conversation. Et donc, vas-y, c'est intéressant. Par exemple, typiquement, on est compliqué, nous, les France, Européens. on est très verbeux. Donc, on aime envoyer beaucoup de messages par conversation. Ouais. Quand dans d'autres pays, on va être beaucoup plus efficient, peut-être plus impatient aussi. Le temps de résolution par conversation va être plus court dans certains pays que dans d'autres, etc., etc. En France, on est plus verbeux, donc plus de messages pour aller poser une question. Exactement. Parce qu'elle se pose moins directement ou parce qu'on a besoin de complémentarité? Elle est plus longue aussi, ouais, tout à fait. Okay. Elle est plus longue. Tu vois, en français, si on compare déjà basiquement le français et l'anglais, en anglais, on peut dire des choses beaucoup plus rapidement, en quelques mots, ce qui ne va pas forcément être possible en français, ouais. Est-ce qu'il y a des différences, on est un peu hors sujet, mais c'est intéressant en termes de comportement aussi? Ouais, clairement. Bien sûr. Si on aborde, par exemple, l'Europe aujourd'hui, il y a un vrai accent mis en place sur la protection des données. Et donc, moi, dans le processus de vente, c'est quelque chose que je vois beaucoup. C'est un vrai sujet et il y a aussi une vraie importance portée au contrôle des données. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens demandent à ce que leurs données soient stockées en Europe. Après, par exemple, si on revient à l'Inde, ce sont des gens qui ont un rapport au business où ils ont un besoin d'instantanéité. Et donc, pour faire un bon service client en Inde, il faut être capable de répondre vite et bien aux questions des clients indiens. Intéressant. Je suis en train de réfléchir au fait que du coup, toi, tu as aussi... ce qui est formidable quand tu fais du SAV, déjà, c'est que tu construis une base de connaissances, mais on y viendra peut-être plus tard, l'importance de créer des FAQ. Mais ce qui est intéressant quand tu le fais aussi à l'écrit dans un outil qui analyse des mots plutôt que des mots écrits plutôt que des mots dits, c'est que tu peux aussi faire plus rapidement appel à des bases de connaissances et j'imagine aider les personnes qui sont de l'autre côté en train de répondre à des questions avec telle question a déjà été posée. Bien sûr, ouais. Ok. À quel moment dans la conversation tu sors du chatbot? Ça dépend des clients, ça dépend. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Ouais, bien sûr. Pardon, juste qu'on soit clair. Pour ma question, elle est peut-être évidente pour tout le monde, mais quand même, je précise, quand on arrive sur la SNCF et qu'on répond, alors je sais pas si c'est un client, mais j'utilise ça, mais ou Air France et qu'on répond à
Et qu'on a besoin d'aide, les quelques premières questions, en général, permettent d'affiner, de savoir s'il n'y a pas dans la base de connaissances une question qui répond déjà avant de dire est-ce que j'ai répondu à votre question, sinon on passe à un agent. Là, il y a des différences de... Je pense que c'est des différences de vision. Nous, on pense que le tout automatisé, c'est une erreur. Il y a un épisode... Ça se sent en plus. Ouais, il y a un épisode assez fun là-dessus de Love, Death and Robots. Je sais pas si tu l'as vu récemment, il s'appelle Automated Customer Service. Non. Et en fait, c'est l'histoire d'une dame qui a un robot aspirateur qui en fait essaye de la tuer tout au long de l'épisode. Et pendant ce temps-là, la dame, elle est au téléphone en train d'essayer de joindre le service client et elle arrive jamais à joindre le service client. Et ça représente bien en fait les problématiques qu'on peut être amené à vivre aujourd'hui si on n'est pas capable rapidement d'avoir quelqu'un à qui on peut parler. Parce qu'en fait, c'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui. On vient de vivre et on est encore en train de vivre une crise sanitaire assez compliquée en termes de relations humaines. Et si votre marque elle n'est pas capable d'aller parler à des gens de façon humaine, en fait, ils vont pas apprécier, à mon sens, en tout cas, l'expérience que votre marque va proposer. Donc, je pense qu'il faut à la fois bénéficier de l'automatisation, parce que, je veux dire, on n'est pas des machines, justement, et du coup, proposer un chatbot sur des horaires où vous n'êtes pas disponible parce qu'il fait nuit, parce que vous avez une vie, en fait, juste en dehors du travail, c'est normal. Mais du coup, il faut l'assumer. Ouais, je pense qu'il faut l'assumer. Le service est fermé, allez consulter le FAQ. Quoi. Allez consulter la FAQ, exactement, ou laissez-nous un message et puis on revient vers vous demain. Et donc, voilà, le chatbot, il est intéressant pour ça, pour justement venir apporter un premier niveau de support et simplement dire, si j'ai pas été capable de répondre à votre service, à ce moment-là, une personne va être assignée à la conversation et va venir essayer de vous aider. Donc ça répond à des enjeux intéressants qui sont aussi des enjeux liés au fait que, la techno change. Avant, on faisait du ticketing. Ouais, tout à fait. On ouvrait un ticket et puis il fallait le suivre et on avait des réponses par mail. Et deux, que le consommateur a changé. Il est habitué maintenant, entraîné, trained, tu vois, à avoir de l'instantanéité et puis des réponses assez rapidement. Ouais. Donc, cet essor des intercoms, Freshdesk et Crisp de ce monde s'inscrit dans cet univers-là. Le ticketing est mort. Tout à fait. Je pense qu'il a encore quelques beaux jours devant lui, mais en tout cas, nous, c'est pas la vision qu'on a d'une bonne expérience client. En fait, Crisp a été construit sur ce constat-là, c'est-à-dire de dire, on a aujourd'hui une société qui communique au travers des applications de messagerie. Mais je pense que toi aussi, sur ton téléphone, tu as Messenger, tu as WhatsApp, tu as peut-être Instagram aussi, et tu échanges avec tes amis sur ces canaux-là. Et on pense, nous, aujourd'hui, du coup, que le consommateur, en fait, il veut pouvoir échanger avec des entreprises de la même façon qu'il parle avec ses potes. Et c'est pour ça que, du coup, on a construit Crisp, non pas sur la base du ticketing, mais sur la base du messaging, en proposant des fils uniques de conversation dans lesquels on retrouve tous les échanges, et ce qui permet aussi à l'utilisateur d'avoir une visibilité sur ce qui s'est dit lors de son dernier échange, mais aussi à ton agent demain qui va gérer la conversation pour avoir une antériorité sur la conversation, savoir ce qui s'y est dit et pouvoir apporter plus de contexte à l'échange. Ouais. Et de l'autre côté entreprise, de pouvoir l'assigner à la bonne personne au cas échéant ou le transformer en ticket si c'est une question de dev et qu'il y a un truc qui marche pas. Quoi. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant après de venir plugger ces solutions-là à des outils comme Trello, comme Jira, qui te permettent en fait du coup de gérer la partie vraiment gestion de projet. Parce qu'en fait, la dérive du modèle ticketing, c'est qu'on a voulu y mettre énormément de choses dedans. Et en fait, aujourd'hui, un ticketing, c'est aussi un outil de gestion de projet. Et en fait, c'est pas du tout la base de l'utilisation de ces outils-là. Non, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et nous, on dit beaucoup non à des gens parce qu'ils veulent justement qu'on aille vers un outil de gestion de projet. Mais en fait, c'est pas notre métier. Et par exemple, chez Crisp, nous, on utilise Trello et on a un lien en temps réel avec Trello et c'est génial, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai ouvert un ticket récemment en me disant mais pourquoi est-ce que je dois ouvrir un ticket pour demander l'état d'une commande. Ouais. Et en plus je crois que je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est chez Free. Je sais plus, peu importe. Bref, un bel acteur assez innovant et je me suis dit mais c'est complètement débile. J'ouvre pas un ticket pour savoir où est ma commande. Je veux parler à quelqu'un, je veux qu'on me réponde, je veux je sais pas un échange, autre chose. En tout cas le mot ticket. Et en plus, accessoirement, le mot ticketing, je pense que c'est une dérive qu'on impose au grand public, à une population qui ne sait pas ce qu'il y a un ticket, parce qu'on faisait des tickets dans Redmine il y a 20 ans. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est très bien Redmine, je n'ai rien contre Redmine. Qui n'est pas sponsor, mais c'est très bien.
le ticketing est mort pour gérer une relation, une conversation client, Ouais, et le consommateur a changé. On a parlé d'instantanéité et d'autonomie. Je faisais une intervention récemment sur l'importance dans l'e-commerce de créer des expériences conversationnelles et personnalisées. Ça s'inscrit là-dedans aussi. Pardon, je vais au bout de ma démarche et puis après je te laisse parler, mais je suis pas là pour parler sur ce podcast, mais pour laisser parler mes invités. Mais je prenais l'exemple de Nose, qui est un parfumeur, qui a une incroyable collection très profonde, ils sont présents à Paris, où tu as tout un exercice de découverte de tes goûts qui permet d'affiner le choix qu'on va te proposer, enfin la proposition qu'on va te faire à la fin. C'est ce genre d'expérience qui est conversationnelle et personnalisée, qui permet d'arriver à un résultat très probant pour l'utilisateur final. Donc ça s'inscrit là-dedans aussi. Quelle est la part de vente, de questions clients, je sais pas, quel type de questions on pose sur... En fait, si on part du coup sur l'expérience conversationnelle, il y a un changement majeur aussi, c'est la possibilité d'échanger en temps réel avec les gens qui en ont le plus besoin. Si on prend un peu le passé, et toi tu le sais bien parce que tu travailles dans le monde... Parce que je suis vieux, c'est ça? Non, parce que tu travailles dans le monde de l'agence et que du coup tu as mis en place beaucoup de formulaires de contact sur les sites de tes clients. Voilà. Et je sais ce que c'est parce que j'ai travaillé en agence aussi avant, donc c'était quelque chose d'important. Et en fait, c'est la pire des expériences qu'on puisse proposer à quelqu'un. Quand une personne... Imagine que tu sois dans ton magasin physique préféré. Je sais pas quel est ton magasin physique préféré. Decathlon. Par exemple. Imagine que comme tous les Français. Que tu es à Decathlon et que tu n'as aucun conseiller pour te guider dans ton achat. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu te barres parce que tu trouves pas l'information que tu retrouves et du coup tu es frustré. Soit tu laisses un message sur un vieux formulaire à la sortie du magasin et t'espères qu'on te réponde un jour. Sauf que l'intention d'achat, elle est passée. Alors que si tu avais des conseillers sur ta boutique en ligne, par exemple, qui peuvent répondre aux questions de tes utilisateurs en temps réel et te donner la réponse que tu attends par rapport à tel produit, du coup, ton intention d'achat, elle est d'autant plus décuplée. Et en plus de ça, tu sais que les gens ils vont être là pour t'accompagner en temps réel. Et ça, du coup, c'est... Pardon, j'étais au bout de ta phrase. Ouais, tout à fait. Okay, je voulais pas t'interrompre. C'est top parce que la suite de mon intervention, et du coup tu vas m'en parler, c'était les métaverses et l'avenir du shopping. Et je me disais qu'on pourra shopper depuis son salon avec un Oculus en se baladant dans une boutique qui est virtuelle avec des vendeurs qui nous répondent. Je l'ai fait la semaine dernière, d'ailleurs j'ai eu une expérience de ouf avec un de nos clients qui nous y a invité, Moser, un horloger suisse. Et on a fait une aventure en réalité virtuelle dans une immense salle, une arène de réalité virtuelle. Ouais. La dernière fois que j'avais fait ça, c'était il y a 2 ans. C'est ouf ce que ça a changé. Et je me suis clairement projeté dans l'avenir du e-com. Et du coup, ma question est la suivante. Quelle place là-dedans pour le live shopping? Ouais, et la conversation et les outils conversationnels. À mon sens, c'est primordial. Nous, aujourd'hui, on est majoritairement sur l'écrit. Mais demain, on va aller vers de l'oral. On peut déjà, par exemple, proposer de la conversation par messages vocaux sur notre outil. Mais à mon sens, c'est évident qu'on va aller de toute façon vers beaucoup plus d'immersion dans les expériences de marque. Ouais. Et quand tu es sur ton site e-com et que tu as ton vendeur, c'était l'exemple que tu me donnais, c'est pour ça que je me projetais, mais qui vient me dire est-ce que je peux vous aider ou est-ce que vous avez besoin d'aide ou des questions sur tel ou tel produit, ça laisse imaginer des choses assez intéressantes dans le... Ouais, c'est clair. Après, technologiquement, je pense que le marché est quand même pas prêt, on est encore au balbutiement, hein. Mais d'ici 10 à 15 ans, peut-être qu'on pourra vraiment faire des choses assez folles, je pense. Ouais. Après, peut-être que je me trompe dans l'échelle de temps, mais... Et moi, peut-être que je suis trop optimiste, mais je me suis imaginé... En fait, je me suis dit qu'on était beaucoup plus proche de ce que j'imaginais que ce que je croyais, pardon. Ce que je veux dire, c'est que je serais pas étonné qu'en 2025, tu aies des boutiques... virtuel dans des sortes de concept stores où il y a rien d'autre qu'un siège et un masque Oculus, quoi. C'est possible. Et qu'en mettant ton masque, tu arrives à te balader dans une boutique qui est beaucoup plus grande, des vendeurs qui peuvent t'aider, virtuels ou réels d'ailleurs, qui seraient eux-mêmes dans d'autres boutiques. Je me suis un peu projeté. Je suis désolé, on est complètement hors sujet, mais je trouve que le sujet est intéressant parce qu'on est dans la conversation et on crée de la conversation. Je reviens à nos moutons, donc le consommateur a changé. Cette petite pop-up qui arrive sur le site qui me permet, moi, de converser avec la marque qui est en face et qui, de votre côté, de face cachée de l'iceberg, va être orientée vers la bonne personne, que ce soit via la pop-up, le chat par écrit ou téléphone. Ça me permet aussi, moi, marque, d'embaser du client. Bien sûr. Et ça, on en a parlé d'ailleurs récemment avec Thomas de Email Club. Ouais.
Tout à fait. Tu l'opposes un peu à la pop-up? Je pense que c'est complémentaire. Ok. Après, moi, personnellement, la pop-up, je suis pas le plus grand fan parce que c'est intrusif et c'est pas forcément suffisamment contextualisé. À mon sens, en tout cas, dans les expériences que j'ai aujourd'hui quand je vais sur un site de e-commerce, si on va par exemple sur le site de l'équipe, aujourd'hui, quand tu es en navigation inconnue, tu as 5 pop-up à fermer, enfin j'exagère un peu, mais avant de pouvoir vraiment utiliser le site, quoi. Et moi, je trouve ça assez énervant. Le chat, ce qui est intéressant, c'est que ça va être dans une logique conversationnelle, où en fait, tu vas dire, bah, si tu as besoin d'aide, en fait, je suis là pour t'aider à répondre à tes questions. Et tu vas pouvoir le faire de façon proactive. En fait, historiquement, un service client, c'était réactif. C'est-à-dire qu'on attend que le client vienne à nous pour répondre à son problème. En revanche, si demain, tu es capable de prendre les devants et de dire, bah, j'ai détecté que ça faisait 3 fois que tu n'avais pas réussi à te connecter à ton compte, je vais t'aider. Voici un lien vers un formulaire de réinitialisation de mot de passe. Et ben là, tu solutionnes le problème avant même qu'il ait existé, tu facilites l'expérience client et tu apportes une touche humaine aussi parce que du coup, ce message, il va être envoyé par un être humain, même si c'est automatisé derrière. Historiquement, le service client est réactif. Maintenant, il devient proactif. Parce que sur un input de comportement utilisateur sur le site, tu vas pouvoir adresser le bon message à la bonne personne et l'aider au bon moment. Exactement. C'est ce que tu dis. C'est hyper intéressant. Tout à fait. Hyper intéressant. On passe de la réactivité à la proactivité. Et c'est vrai que la pop-up est un peu intrusive, même si elle est efficace. Ouais. Il y a peut-être. De toute façon, c'est complémentaire. C'est vraiment, à mon avis, complémentaire parce qu'on le voit bien. Je veux dire, les chiffres de génération de contacts sur des outils comme justement la roue de la fortune ou tout genre de choses, ça marche. Moi, les e-commerçants avec qui j'en parle, ils me disent bah ouais, c'est des outils aujourd'hui où on aurait du mal à se passer. Mais si on est capable de combiner un chat avec un outil un peu plus agressif comme ce qu'on peut voir justement avec des pop-up, à mon avis, c'est très puissant. Très puissant. Je passe un peu à la suite. J'aimerais de manière opérationnelle des insights, des inputs, des conseils pour passer mon service client à l'échelle. Je suis solopreneur et je vends des bijoux en ligne où on est une dizaine et on vend de la literie, j'en sais rien, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Où je commence? À quoi ça sert? Comment je gagne? À mon avis, la première clé, c'est l'autonomie. On est dans un monde où la tendance va de plus en plus quand même vers le do-it-yourself. Et donc les gens aiment aussi faire les choses par eux-mêmes. Et donc si on est capable de les rendre autonomes au travers d'une base de contenu qui peut les rendre plus efficaces et moins en attente des retours de la marque, on va apporter plus de satisfaction aux clients. À mon avis, ça c'est le premier enjeu, c'est être capable de créer du contenu qui va être capable de guider l'utilisateur dans son expérience client, tant en avant-vente qu'en après-vente. Parce qu'en fait, un prospect, il se pose les mêmes questions d'utilisation qu'un utilisateur. Il va se dire, s'il a déjà acheté un produit chez un concurrent, par exemple, il va dire, est-ce que cette marque-là propose ce genre de fonctionnalité, par exemple? Et donc, en proposant une base de contenu qui va répondre à l'ensemble de ces interrogations, on accélère le processus de vente. On va également aussi apporter l'autonomie à l'utilisateur parce qu'il n'a plus besoin de la marque pour faire son travail. Et donc, on réduit en fait le temps avant la vente, ou tout du moins on l'accélère. Et puis, troisièmement, on va être capable, pour nous, entreprises, de nous décharger de questions qui sont répétitives et qui sont donc à faible valeur ajoutée, à mon avis. Et donc, si on est capable de combiner ces deux mondes-là, on apporte une vraie performance dans l'expérience client. Et nous, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on applique en fait dans notre entreprise tous les jours. Et ça nous aide beaucoup à aller justement à l'échelle. Ça, c'est vraiment un élément important. Ce que je vois beaucoup, c'est que les gens se mettent des freins quand ils veulent créer, par exemple, une FAQ. Ils disent « Ah ouais, mais comment je vais faire pour avoir toutes mes connaissances présentes sur cette base-là » Et en fait, il ne faut pas vouloir avoir un truc ultra exhaustif. Je pense que c'est bien de commencer petit, par 5 ou 10 articles qui sont les questions les plus fréquentes que l'on reçoit de la part de nos utilisateurs. Et ça, c'est intéressant, à mon avis, à mettre en place comme projet dans l'entreprise parce que ça fédère tous les départements. C'est pas compliqué d'aller demander à chaque département c'est quoi les questions que toi tu reçois tous les jours
de la part de tes prospects ou de la part de tes clients et d'en faire une synthèse et puis de dire bah voilà les 5 articles avec lesquels on va commencer ou voilà les 10 articles avec lesquels on va commencer. Et en faisant ça, bah, on amène aussi l'entreprise vers quelque chose de cohérent et à mon avis qui peut apporter aussi de la cohésion entre les départements parce que c'est ça l'idée aussi de l'expérience conversationnelle et de la boîte de réception partagée, c'est que on peut vraiment améliorer et supprimer les silos entre les différents départements des entreprises. Donc on a une notion d'autonomie, on va avoir aussi une notion de collaboration, et ça c'est vraiment important. Et puis après on va avoir une notion d'automatisation. L'automatisation elle peut être complète ou on va dire incomplète si je puis dire. Et donc en fait en termes d'automatisation incomplète, on a par exemple ce qu'on appelle les messages prédéfinis. Ça c'est intéressant aussi. Ce sont des galeries de messages préexistants qui correspondent à des questions fréquentes. Typiquement le bonjour. Ça peut être intéressant, comme c'est quelque chose qu'on répète tous les jours dans une conversation, d'ajouter une petite variable dans le bonjour first name. C'est le prénom de l'agent, en variable toujours. Comment est-ce que je peux vous aider? Et ça, répéter 10, 20, 30 fois par jour, bah, c'est un moyen facile d'aller chercher des gains de productivité en fait. Et du rendement additionnel. Ouais, exactement. Automatisation. Donc, autonomie pour commencer. Deuxième, c'est il faut bien commencer quelque part. Il faut done is better than perfect. Ouais, exactement. Ce qui est fait, ouais. je sais comment tu traduis done is better than perfect. Fait est mieux que parfait. C'est ça, ouais. Donc, créer des articles sur les questions les plus demandées. C'est aussi un outil, tu l'as dit, qui permet de casser les silos entre départements. Ouais, exactement. Et enfin, penser à de l'automatisation. Ça m'amène à une question. Vous avez des clients qui utilisent Crisp pour de l'interne? Ouais. Un grand groupe de 100 000 personnes Exactement. qui peut permettre aux gens de poser des questions. C'est génial. Hôtel BNB. Ok. Hôtel BNB aujourd'hui nous utilise pour des gestions de fréquentation, enfin de la gestion des franchisés. En fait, les directeurs d'hôtel, ils ont réduit ils apportent une réponse à 98% de toutes les demandes des franchisés au travers de notre outil, de façon semi-automatisée, avec une brique de chatbot et une base de connaissances. Hyper intéressant. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que t'as du coup un outil d'onboarding, de suivi des utilisateurs, enfin de tes clients, internes. Hyper intéressant. La sémantique est hyper importante. Vous avez ça en interne? Vous faites appel à de l'externe? Ou à des API ou des frameworks qui existent? Parce qu'il y en a. Qu'est-ce que tu entends par... La sémantique, c'est bien comprendre une question. Ah oui, bien sûr. Alors, nous, on traite le premier niveau de sémantique, c'est-à-dire le mot-clé. On va proposer à une marque un scénario de chatbot, par exemple, donc d'automatisation, de se déclencher en fonction d'un mot-clé qu'il aura détecté dans le message de l'utilisateur. Après, il y a d'autres solutions qui permettent d'aller plus haut et d'aller sur l'intention. Typiquement Dialogflow, qui est une solution disponible aujourd'hui sur le marché, ou Mindsay aussi, je crois. MINDSAY, je crois que c'est ça. Dialogflow, c'est une API de Google, si je ouais, ne me trompe pas, c'est ça? Ouais. Enfin, je dis API, mais c'est un framework. Ouais. Ok. Et l'autre, c'était Mindsay, je crois que c'est une boîte française qui propose aussi des solutions de NLP, donc Natural Language Processing. J'ai plus le nom en français, je m'excuse. Programmation neurolinguistique. Non, c'est pas ça, pardon, c'est autre chose, la PNL. Ouais. Bon, on t'a compris. Ok. Et donc, ouais, tu as différents niveaux en fait, d'interprétation linguistique. Et après, c'est fonction des marques de décider ce qu'ils ou elles souhaitent faire. Ouais. En français, c'est traitement automatique des langues. C'est beaucoup moins sexy que NLP, mais au moins, on le comprend. C'est vrai. Ok, donc vous traitez le premier niveau. Ouais, c'était ma question. Je veux me lancer. On a dit autonomie, premier sujet qu'on a traité tout à l'heure. Ensuite, done is better than perfect. Il faut créer des articles sur les questions les plus demandées, ou en tout cas les plus récurrents. Je pense qu'on s'économise déjà 80% du temps. Enfin, il doit y avoir une certaine règle là qui s'applique, la 80-20, la 90, peu importe. Et enfin, penser à l'automatisation. Tu l'as dit sur des messages assez récurrents et très répétitifs. Bonjour. First name, je suis. Par exemple, ça c'est un moyen simple d'aller chercher des gains de productivité. On va avoir après ce qu'on parlait tout à l'heure du passé du statut de réactif à proactif.
et comment est-ce que je peux détecter des intentions frustrantes de mes utilisateurs et du coup déclencher une expérience conversationnelle pour aller dire j'ai détecté ou j'ai vu que vous aviez un souci, je peux vous aider, je suis là. Et ça, c'est un moyen très simple, pareil, d'aller créer une expérience client qui est différenciante avec de la donnée qui est disponible sur le site web, puisque en fait, ce sont liés aux interactions de tes utilisateurs sur ton produit. Je reviens sur ma question. Donc, je suis e-commerçant et je veux passer à l'échelle sur le conversationnel. À quel moment je choisis le synchrone, l'asynchrone ? C'est une vraie question. Et quels sont les avantages et inconvénients tout à fait. Je pense que ça va dépendre fondamentalement des typologies d'événements. Typiquement, une personne est sur le parcours d'achat, a ajouté son produit au panier et est en train d'ajouter ses informations de carte de crédit. Là, il faut de l'instantanéité parce que si la personne quitte ce tunnel-là, on sait qu'a priori, elle ne reviendra pas tout de suite. En revanche, un message de confirmation de commande, ça peut passer par mail. Parce que, à mon avis, si la personne ne la consulte pas dans les 15, 20 ou 50 minutes, c'est pas très grave. Non, effectivement. Mais du coup, tu peux gérer par exemple du panier abandonné, on en parlait avec Email Club justement. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment un élément puissant, je pense aussi, de combiner justement, comme tu l'as dit, conversation synchrone et conversation asynchrone. Et c'est à mon avis le succès des entreprises de demain qui sont capables de mêler à la fois ces différents canaux pour apporter quelque chose de complet. Ouais. C'est des très bonnes questions à se poser, à la fois pour la conversation client, mais aussi pour la communication en interne, la conversation en interne. Ouais. Est-ce que mon message doit être synchrone ou asynchrone ? Est-ce que j'envoie un message Slack ou un email ? Est-ce que je fais une demande sur WhatsApp ou sur... j'ai pas d'autres exemples maintenant, mais voilà. En termes de management, c'est des bonnes questions à se poser en permanence. Hein. Quel est le niveau d'urgence de mon message ? Est-ce qu'il nécessite une réaction immédiate ou différée, on va dire. Là, on est sur du client, enfin, on avait l'exemple du client qui était au niveau du panier, oui. Mais plus en amont dans ton parcours utilisateur. Tu as du lead gen potentiellement aussi. Oui, bien sûr. On peut tout à fait imaginer après aller pousser des messages promotionnels en fonction de la catégorie de produits sur laquelle on se trouve. Je sais qu'il y a le Black Friday qui approche et donc période importante pour beaucoup de e-commerçants aujourd'hui dans le monde et être capable de supprimer des freins et d'apporter de la réassurance au travers d'un outil de chat. À mon sens, c'est un moyen très facile d'aller chercher quelques points de conversion supplémentaires. Ouais. Du coup, les clients que tu as en face, je vais reprendre une octave en dessous, c'est plus sympa. Les clients que tu as en face, tu les onboards, donc les clients de Crisp, je parle pas du client final, pardon. Oui. Tu les onboards sur des approches, il y a de la formation, comment est-ce que tu parles pas de la même manière à un mec qui a oublié son mot de passe, à un mec qui est en train de, je sais pas, qui est au stade de l'achat, de la validation de son panier, pardon. Ouais, bien sûr. Après, ça, c'est le travail de la synchronisation entre ton CRM et un outil de conversation, en fait. Où aujourd'hui, la plupart de ces outils ont des API. Et si tu es capable, en fait, de faire une synchro entre ta base de données PrestaShop et ta base de données présente sur ton outil conversationnel, tu es capable de savoir quel est le profil de la personne en face de toi. Et d'être capable, du coup, de créer des segments de messages fonction de la personne que tu as en face de toi. Et en effet, de dire hello untel ou plutôt bonjour monsieur. Ça va permettre du coup de proposer un niveau de personnalisation aussi qui va être plus avancé et d'apporter justement une personnalisation. Et ça, c'est justement un des autres aspects qu'on n'a pas abordé encore, justement, si on veut aller chercher un service client extrêmement qualitatif, c'est l'aspect personnalisation. Vas-y. C'est quand même toujours plus sympa de recevoir un message qui est personnalisé et adapté à la personne que l'on est, plutôt que de recevoir un message de masse. Et donc être capable d'avoir des données présentes en contexte pour les agents et être capable de savoir que tel client a un panier moyen de temps, qu'il a réalisé tant de commandes et qu'il est très satisfait ou très insatisfait de sa dernière commande. Ça peut être un moyen de dire bonjour monsieur, j'ai vu que vous étiez vraiment insatisfait de votre dernière commande. Déjà pourquoi, ça peut être intéressant de savoir. Et puis ensuite de dire comment est-ce que je peux faire aussi pour essayer de changer la donne. Du coup, tu peux intégrer des enquêtes typiquement à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous avez lancé récemment une marketplace où chacun peut venir construire son
intégration Crisp. Ouais, Et exactement. typiquement, je peux envoyer du NPS, de l'étude NPS à des visiteurs en fonction de certaines actions sur le site. Exactement. Tu vas tout à fait pouvoir être capable d'intégrer une solution tierce pour venir faire du NPS. Nous, aujourd'hui, nativement, on fait du CSAT, donc c'est Customer Satisfaction Score. Et après, on a en effet d'autres solutions qui peuvent venir se brancher pour aller un peu plus loin dans la mesure de la satisfaction client. Ouais. En fait, plus on avance dans la conversation, moi je me dis que vous êtes un outil de conversation, mais un vrai outil de CRM. Où est la limite? Où est la... C'est vrai qu'aujourd'hui, ce target CRM, c'est un peu beaucoup parce qu'à mon avis, un CRM, ça intègre aussi une partie gestion de l'avant-vente avec des cycles et tout ce genre de choses, tu sais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. Et à mon avis, sur laquelle on n'a aucune vocation à aller. Parce que nous, ce qu'on est fondamentalement, c'est un outil de messaging. Et on veut rester un outil de messaging et avancer vers justement toujours plus d'une amélioration de l'expérience client pour la partie messagerie. Mais il y a quand même la qualif utilisateur final dans... Ouais, tout à fait. On a une notion d'utilisateur. Okay. On espère ajouter une partie entreprise, au-dessus. Chose qu'on fait pas aujourd'hui. Et puis et après, ouais, je pense qu'on n'ira pas plus loin parce que on peut pas tout faire non plus, je pense. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est une petite équipe. Et à un moment, faut savoir aussi accepter juste le fait que on veut bien faire ce qu'on fait déjà et puis on laisse aux autres le soin de bien faire ce qu'ils font eux. Je l'ai pas dit, si je l'ai dit, je sais plus, mais vous n'avez pour l'instant pas levé de fonds. Ouais, et tu me disais quand on discutait autour du café avant de commencer cet enregistrement que c'était pas dans les plans immédiats parce que vous aimiez votre indépendance. Ouais, ça veut exactement. aussi dire qu'on peut pas embaucher 50 devs et sortir 3000 features. Ouais, tout à fait. Ça fait partie aussi de on va dire un peu l'ADN. De l'ADN de la boîte. Et en effet, on veut garder cette indépendance-là. On veut aussi continuer à mettre en avant justement cette possibilité-là de créer des entreprises à l'international qui fonctionnent très bien et qui sont très rentables sans aucune levée de fonds. Et puis, et je pense que c'est quelque chose de valorisant. Ouais. Donc, je suis e-commerçant, je veux me lancer. Tu m'as dit le premier sujet, c'est l'autonomie du consommateur final. Créer une FAQ, des articles sur les questions les plus demandées pour leur au moins créer une première base de connaissances. La deuxième, c'est done is better than perfect. C'est savoir choisir les bons thèmes sur lesquels je vais répondre. Créer de l'automatisation, faire un choix et assumer certainement ce choix entre le synchrone et l'asynchrone selon ma capacité. Tu me disais un peu plus tôt dans la conversation qu'un agent peut gérer une dizaine de conversations en parallèle. Ouais, 5 à 10. 5 à 10. Bien entraîné. Ouais, okay. Ça, c'est un agent. Mais si moi, je suis solopreneur, en tout cas, c'est quelque chose que je peux faire potentiellement en parallèle. Ouais, c'est ça. Après, il y a des solutions aujourd'hui qui existent aussi et qui poussent des bases de connaissances dans la chatbox carrément. Pour en fait vraiment limiter le nombre de messages que tu as à gérer. Et faire en sorte que quand tu veux contacter le support, d'abord, il te force à regarder dans la base de connaissances, ou tout du moins, il te le propose. Et après, tu peux contacter le support. Il te laisse parler à quelqu'un. Exactement, tout à fait. Donc, choisir le synchrone, asynchrone, en tout cas, être honnête avec mes ambitions et mes contraintes, on va dire. Oui. Savoir faire de la personnalisation. Évidemment, pour que chaque conversation soit unique, personnalisée et donner plus d'importance à l'utilisateur final. Sur les séquences et l'utilisation de l'email, est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager? Nous, on propose justement de pousser toutes ces données-là. Enfin, pardon. On propose de combiner ces deux canaux. Je pense qu'ils sont fondamentalement complémentaires. Mais qu'en effet, il faut bien les différencier. Donc, je pense qu'en amont du lancement, justement, d'une stratégie d'expérience client multicanal, il faut être capable de définir un plan de tracking qui va juste dire, tel événement, voilà ce que je veux faire comme action. Et une fois qu'on a fait ça, être capable de dire ensuite, est-ce que cet événement-là, il a un besoin d'instantanéité ? Ou alors, en revanche, est-ce qu'il a plutôt un besoin d'asynchronicité ?
Et une fois qu'on a ça, après, ouais, c'est tout bon, je pense. Après, on a bien sûr les éléments dont on rabâche et on rabâche à longueur de journée toutes les équipes marketing, à savoir l'embasement, l'abandon de panier. ouais, voilà, exactement. En fait, ça, c'est des clés. Après, aujourd'hui, on peut faire des trucs cool sur du logiciel, sur du SaaS, avec de la reconnaissance d'IP et tout ce genre de choses. Et aller vraiment dans un niveau de personnalisation encore plus avancé. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup chez nos utilisateurs. Et puis après aussi de la classification de problèmes en utilisant justement des outils d'analyse sémantique. Ouais. Classification de problèmes, hyper intéressant. Tu m'as dit tout à l'heure que vous approchiez des 300 000 clients, je crois. Oui. Il y en a combien de payants là-dedans ? Un peu moins de 10%. Ok. Tu dois avoir des signaux à 300 000, ils sont plus faibles, ils sont forts, des demandes. Qu'est-ce que te demandent les e-commerçants parmi ces 300 000 utilisateurs de Crisp ? Qu'est-ce qu'ils te demandent le plus ? La synchronisation de données. Ok. Ouais. C'est vraiment un besoin qui est répété et qui est attendu. Et donc, on l'a fait justement pour Shopify récemment et on espère pouvoir le faire sur d'autres segments par la suite. Donc ça, c'est vraiment la première chose majeure, c'est la gestion des données et l'accès à des informations personnalisées pour chacun des utilisateurs du site web de la marque. Ouais. Ok. Après, il y a la partie automatisation aussi. Et ce sont les deux grands vecteurs, à mon avis, de performance aujourd'hui pour les e-commerçants. C'est personnalisation de l'expérience et automatisation. L'un des mots-clés de ce podcast, pour vous, chers auditeurs, qui l'écoutez depuis longtemps, et pour vous autres qui le découvrez, c'est l'omnicanalité et l'importance de savoir mêler tes expériences clients et de faire vivre une expérience qui est unique, originale à ton utilisateur, avec du research offline, purchase online, ou l'inverse, avec des magasins, du retail qui se transforment justement plus en magasin mais en espace, en showroom, en espace de découverte, en espace d'apprentissage. Et du coup, l'un des enjeux des prochaines années, c'est comment est-ce faire migrer mon CRM quand il y a de la rupture de canal. C'est facile de traquer une campagne, un email, une ouverture de lien dans un chat. Mais à partir du moment où j'entre dans une boutique, on est sur une approche différente. J'aimerais, pour atterrir tranquillement après cette heure d'enregistrement, avoir un peu ta vision de l'avenir du CRM et de la conversation. Ouais. Et de la place du retail là-dedans. Clairement, gros sujet. Et je pense que ça aborde du coup des notions d'attribution. Parce que si on parle de marketing, justement, c'est important aussi de savoir d'où proviennent nos utilisateurs et quels sont les budgets qu'on a dépensés pour acquérir ces utilisateurs-là en fonction des différents canaux. L'attribution aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Ce sont des modèles qui coûtent cher à mettre en place et qui, à mon sens, sont pour la plupart des petits e-commerçants des faux problèmes. Moi, ce que je conseille aux entreprises qui me posent ce genre de questions-là, je leur dis, mais en fait, c'est pas grave, intéressez-vous, faites du last click et continuez à avancer comme ça. Et quand vous aurez, en effet, une expérience multicanal et omnicanal même avancée, là, oui, ça sera des sujets sur lesquels il faut réfléchir. Donc, en termes de vision, de toute façon, à mon sens, on va dans un monde qui va être de plus en plus connecté. Tu as parlé de métavers tout à l'heure. Et en effet, une expérience immersive, un peu à la Ready Player One, alors qu'il y a des bons aspects et puis aussi de très mauvais. Ça peut être quelque chose qui peut paraître sexy pour les années à venir. Ready Player One, pardon, je fais une parenthèse, mais c'est un Spielberg qui est sorti C'est un Spielberg ? Tout à fait. Ouais. Qui est sorti il y a 4-5 ans, qui est 2018, voilà, c'est ça, qui nous projette dans ce monde de métaverse, quoi. Exactement. Et donc, l'enjeu pour l'entreprise, comme tu le dis, ça va être l'unification des données. C'est-à-dire comment est-ce que moi, je vais être capable, marque, de comprendre que mon utilisateur il est venu sur mon site web à un instant A et qu'ensuite, après, il est allé dans mon magasin à un instant B. Et d'être capable d'unifier tout ça sous la forme d'une seule et même fiche utilisateur. Et ça, à mon sens, ouais, c'est un peu le Graal, quoi, en fait, hein, pour du retail. Ça peut passer par du téléphone, parce qu'en fait, le truc qu'on a aujourd'hui, c'est le téléphone.
Et si on est capable d'unifier un téléphone qui s'est déplacé, enfin qui s'est connecté à tel site web et qui après est venu en magasin aussi, enfin il y a plein d'enjeux de données. Et au milieu de tout ça, il y a la réglementation. Et on va vers toujours plus de réglementation, mais on le voit bien aussi. Europe versus le reste du monde, on est plus difficile, moins difficile? Non, je pense que ça va être chaque pays vs tous les autres pays. Quel enfer. Ouais, ça va être très compliqué. On va vers toujours plus de complexité. L'Europe a érigé ses premières lois. Comment dire, la Chine va sûrement en sortir une aussi. Les États-Unis sont en train de sortir un truc vraiment béton aussi. Donc, ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. La réconciliation et le tracking. Antoine, merci infiniment. C'était passionnant. J'espère que ça t'a plu. Grave. Non, trop sympa. T'en as déjà fait plusieurs, hein, tu me disais, des podcasts, donc vous pourrez recevoir Antoine sur d'autres, si vous tapez dans Antoine Goré dans votre plateforme de podcast préférée, dont certains en anglais d'ailleurs. Exactement, c'est ça? ouais, tout à fait. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je te remercie infiniment pour ton temps. Trop bien. Chers auditeurs, Antoine Goré sur LinkedIn si vous cherchez, GORET, et évidemment crisp.chat pour avancer et tester la solution. En tout cas, si vous ne le faites pas encore, que ce soit avec Crisp ou avec l'un de ses concurrents, je pense que c'est clairement un enrichissement de l'expérience client que vous pouvez offrir à vos utilisateurs. Ouais, je pense que c'est une belle façon de conclure. Merci Antoine, avec merci plaisir. À tous. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.